Le coffre-fort secret d'Éric Ciotti dans sa villa de Nice contenait 15 millions en liquide. Mbappé l'a ouvert et ce qu'il y a trouvé va faire trembler toute la Côte d'Azur. Vous allez découvrir comment ce trésor de guerre caché révèle le plus grand réseau de blanchiment d'argent de la Riviera française. L'enquête avait commencé par une dénonciation anonyme. Un courrier manuscrit glissé sous la porte de l'appartement parisien de Mbappé à 3 heures du matin par une main tremblante. L'écriture était féminine, nerveuse, celle de quelqu'un terrorisé par ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Monsieur Mbappé, mon nom est Sylvie Martelly. Je travaille comme femme de ménage chez Éric Ciotti depuis 8 ans. Ce que j'ai vu dans sa villa va vous intéresser. Le message était accompagné d'une photographie floue prise avec un téléphone portable. On y distinguait un mur de pierre apparente dans lequel était encastré un coffre-fort imposant, ses portes métalliques entr'ouvertes laissant apercevoir des liasses de billets soigneusement empilés. Au bas de l'image, une note griffonnée. Villa Les Palmiers, chemin des Collines, Nice. Tous les vendredis soirs, entre 20h et 22h. Mbappé avait immédiatement compris l'importance de cette révélation. Éric Ciotti, président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, homme politique respecté officiellement irréprochable, cachait visiblement des sommes colossales dans sa résidence privée. Mais d'où provenait cet argent? Et surtout, à quoi servait-il? La première étape consistait à vérifier l'authenticité de l'information. Mbappé dépêcha discrètement Sarah Goldstein sur la Côte d'Azur pour une mission de reconnaissance. Ancienne agent du Mossad reconvertie dans l'investigation privée, Sarah possédait toutes les compétences nécessaires pour cette délicate opération de surveillance. Installée dans un hôtel discret du centre-ville niçois, Sarah passa 3 semaines à étudier les habitudes de Ciotti. Chaque matin à 7h30, le député quittait sa villa au volant de sa BMW série 7 blindée pour se rendre à ses bureaux de la permanence. Chaque soir vers 19h, il rentrait par le même itinéraire, toujours accompagné de 2 gardes du corps. Mais le vendredi soir, immanquablement, il renvoyait sa sécurité et demeurait seul dans la propriété jusqu'à tard dans la nuit. Ces vendredis étaient particuliers. Sarah observa à la jumelle un balai mystérieux. Entre 20h et 22h, exactement comme l'avait indiqué Sylvie Martelly, plusieurs véhicules aux vitres teintées se succédaient dans l'allée privée de la villa. Leurs occupants, toujours les mêmes individus en costume sombre, portaient des mallettes métalliques qu'ils apportaient pleines et repartaient vides. L'identification de ces visiteurs nocturnes révéla l'ampleur du réseau. Luigi Benedetti, surnommé le comptable, bras droit de la famille mafieuse corse Santoni qui contrôlait les casinos de Monte-Carlo. Marco Rossi, gestionnaire officieux des fonds de la 'Ndrangheta calabraise implantés sur la Riviera. Vincent Mercier, avocat spécialisé dans les montages financiers offshore pour le compte de dictateurs africains en exil. Sarah comprit rapidement qu'elle assistait aux réunions hebdomadaires du plus sophistiqué réseau de blanchiment d'argent d'Europe. La villa de Ciotti servait de plaque tournante pour transformer l'argent sale provenant du crime organisé, de la corruption politique et du trafic international en investissements légaux dans l'immobilier de luxe, les yachts et les œuvres d'art. Mais pénétrer dans la villa pour accéder au coffre-fort nécessitait une préparation minutieuse. Sarah contacta discrètement Sylvie Martelly pour organiser une rencontre clandestine. La femme de ménage de 52 ans, mère de 3 enfants, accepta de collaborer par conscience morale mais aussi par peur. Elle avait surpris des conversations téléphoniques inquiétantes et craignait pour sa sécurité. Monsieur Ciotti n'est pas l'homme que les gens croient, avoua Sylvie lors de leur première entrevue dans un petit café du Vieux-Nice. Il reçoit des appels en italien, en russe, en arabe. Il parle de « nettoyer » des gens, de « régler des problèmes définitivement ». L'année dernière, un journaliste de Nice Matin enquêtait sur les liens entre la mairie et les promoteurs immobiliers. Il a eu un accident de voiture très suspect 1 semaine après avoir posé trop de questions.
Sylvie révéla l'existence d'un second coffre-fort, plus petit, dissimulé derrière un faux mur dans le bureau personnel de Ciotti. Ce coffre contenait selon elle des documents encore plus compromettants que l'argent liquide. Photographies, enregistrements, dossiers personnels sur des centaines de personnalités politiques, judiciaires et économiques de la région PACA. Le plan d'infiltration fut élaboré avec une précision chirurgicale. Profitant d'un déplacement de Ciotti à Paris pour une session parlementaire, Sarah se fit passer pour une inspectrice des services fiscaux effectuant un contrôle de routine. Sylvie, complice de l'intérieur, lui ouvrit discrètement l'accès à la villa pendant sa tournée de ménage habituelle. L'opération débuta à 14 h un mardi après-midi. Sarah, équipée d'une mallette contenant tout le matériel nécessaire pour forcer les serrures électroniques, pénétra dans la propriété par l'entrée de service. La villa était immense, 800 mètres carrés répartis sur 3 niveaux, avec vue panoramique sur la baie des Anges. Chaque pièce respirait le luxe ostentatoire financé par l'argent du crime. Le premier coffre-fort se trouvait dans le salon principal, dissimulé derrière une reproduction de Van Gogh. Sarah neutralisa d'abord le système d'alarme grâce au code fourni par Sylvie, puis s'attaqua à la serrure électronique. 23 minutes plus tard, les portes massives s'ouvraient sur un spectacle saisissant. 15 millions d'euros en billets de 500, soigneusement empilés et étiquetés par provenance. Casino Monaco 3,2 M, Chantier Naval Marseille 2,8 M, Promotion immobilière Cannes 4,1 M, Trafic cigarette Corse 1,9 M, Prostitution Nice 1,7 M, Stupéfiant Toulon 1,3 M. Chaque pile était accompagnée d'un carnet détaillant les opérations de blanchiment correspondantes. Mais Sarah découvrit également des éléments plus troublants. Des passeports vierges de différentes nationalités, des cartes d'identité françaises au nom de personnes décédées, des lingots d'or gravés aux armes de régimes dictatoriaux africains, et surtout, des photographies compromettantes montrant Ciotti en compagnie de criminels notoires dans des circonstances manifestement illégales. Le second coffre, dans le bureau, révéla l'aspect le plus sinistre des activités de Ciotti. Des centaines de dossiers classés alphabétiquement contenaient des informations personnelles sur les principales personnalités de la région. Magistrats, policiers, journalistes, élus locaux, chefs d'entreprise. Chaque dossier détaillait les faiblesses de sa cible. Dettes de jeu, liaisons extramaritales, enfants en difficulté, problèmes de santé, tout ce qui permettait d'exercer un chantage efficace. Sarah photographia méthodiquement l'ensemble des preuves avant de tout remettre en place. L'opération avait duré 2 h et 43 minutes. À 16 h 43, elle quittait la villa avec assez d'éléments pour faire tomber non seulement Ciotti, mais l'ensemble du réseau criminel qu'il dirigeait depuis des années. L'analyse des documents révéla l'ampleur vertigineuse du système. Ciotti ne se contentait pas de blanchir l'argent du crime organisé, il coordonnait également les activités criminelles de toute la Côte d'Azur. Trafic de drogue, prostitution, jeux clandestins, corruption de fonctionnaires, tout passait par lui. Il était devenu le parrain officieux de la Riviera française. Les ramifications s'étendaient bien au-delà de la région PACA. Les documents prouvaient des connexions avec des réseaux mafieux italiens, des cartels sud-américains, des oligarques russes et même des groupes terroristes du Moyen-Orient. L'argent blanchi par Ciotti finançait des opérations dans toute l'Europe. Mbappé décida de frapper fort et vite. Il organisa une conférence de presse improvisée dans les locaux de France 3 Côte d'Azur, prétextant vouloir parler de son engagement associatif dans la région. Ciotti, alerté par ses contacts médiatiques, exigea d'être présent pour rétablir les faits face aux calomnies habituelles du footballeur. La confrontation eut lieu en direct à 20 h, devant 2,3 millions de téléspectateurs. Ciotti arriva confiant, accompagné de ses avocats,
persuadé qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative de déstabilisation qu'il pourrait facilement déjouer. Il avait sous-estimé la préparation de Mbappé. « Bonsoir Eric », commença Mbappé avec un calme qui contrastait avec la tension palpable sur le plateau. « J'espère que ta villa des Palmiers te plaît toujours autant. Surtout ton salon avec la belle reproduction de Van Gogh qui cache des choses si intéressantes. » Le visage de Ciotti se figea. Il venait de comprendre que son sanctuaire privé avait été violé. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-il, mais sa voix avait perdu de son assurance habituelle. Mbappé sortit alors une liasse de billets de 500 € et la posa délicatement sur la table. « Ça vient de ton coffre-fort, Eric. Étiquette, Casino Monaco. Tu veux que je sorte aussi les lingots d'or marqués République du Tchad, ou les passeports vierges. » L'effet fut dévastateur. Ciotti tenta de nier, de parler de violation de domicile, d'accusations infondées, mais Mbappé déroulait inexorablement ses preuves. Photographie du coffre ouvert, relevé détaillé des sommes trouvées, copie des carnets de blanchiment, images des visiteurs nocturnes identifiés. 15 millions d'euros en liquide chez un député qui gagne 7 000 € par mois. Accent aigu nonça froidement Mbappé. Comment expliques-tu ça aux contribuables des Alpes-Maritimes? Ciotti, acculé, commis alors l'erreur fatale. Dans un mouvement de panique, il sortit son téléphone pour appeler quelqu'un. Mbappé intercepta l'appareil et lut à voix haute le nom qui s'affichait. Luigi Benedetti, le comptable. Tu appelais ton complice mafieux en direct, devant 2,3 millions de téléspectateurs. La révélation du carnet de chantage acheva de détruire Ciotti. Mbappé accent aigu NUM accent aigu RA les noms des personnalités compromises. Détailla les méthodes d'intimidation, révéla les liens avec les organisations criminelles internationales. Chaque révélation enfonçait un peu plus le député dans l'abîme. Les conséquences furent immédiates. Dès le lendemain, perquisition simultanée dans tous les biens de Ciotti, arrestation de ses complices, gel de ses comptes bancaires. Le réseau de blanchiment s'effondrait comme un château de cartes. Luigi Benedetti fut arrêté en tentant de fuir vers la Corse. Marco Rossi se rendit aux autorités italiennes. Vincent Mercier disparut mystérieusement, probablement éliminé par ses anciens clients mécontents. Ciotti lui-même fut placé en détention provisoire, inculpé de blanchiment d'argent en bande organisée, association de malfaiteurs, corruption aggravée et complicité d'assassinat. Les 15 millions découverts dans son coffre-fort furent saisis, ainsi que ses nombreux biens immobiliers acquis avec l'argent du crime. L'enquête judiciaire qui suivit révéla que Ciotti dirigeait ce réseau depuis plus de 15 ans. Des centaines de millions d'euros avaient transité par ces circuits de blanchiment, finançant des activités criminelles dans toute l'Europe. Sa chute marqua un coup d'arrêt majeur au crime organisé sur la Côte d'Azur. Sylvie Martelly, placée sous protection des témoins, reçut une récompense de 500 000 € pour son courage. Son témoignage avait permis de démanteler l'une des plus importantes organisations criminelles d'Europe. Elle put enfin dormir tranquille, sachant que ses enfants grandiraient dans un monde un peu plus juste. Le coffre-fort secret d'Eric Ciotti était devenu le symbole de la chute d'un système de corruption qui gangrenait la République depuis des décennies.